Alors, bienvenue au colloque intitulé Vieillir dans des territoires en transformation, organisé par l'équipe de recherche VIE, Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité, qui est financé par le FRQSC. Et ce colloque est en collaboration avec le CREGES, qui est le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, et Engage, qui est le Centre de recherche de Concordia sur le vieillissement. Je m'appelle Megan Joy et je suis professeure agrégée de sciences politiques à l'Université Concordia et je co-dirige actuellement l'équipe VIE avec Dr. Patrick Merrier. Je suis également directeur par intérim d'Engage. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédée. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Keauhaka, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bien que cette conférence se déroule sur les terres non cédées de la nation Kanien'kehá:ka, beaucoup d'entre vous ne regardent pas de Montréal. Nous vous invitons donc à réfléchir avec nous un instant sur les terres et histoires où vous vous trouvez maintenant. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre troisième panel du colloque intitulé Déclencheurs, projets et événements, changement climatique, nouvelles infrastructures et revitalisation urbaine dans un contexte de vieillissement. Je poste les informations utiles dans le chat et brièvement le clavardage. Et brièvement, vous pouvez utiliser des écouteurs ou des haut-parleurs pour une meilleure qualité audio. Votre caméra et votre micro seront fermés tout au long de la rencontre. Nous vous demandons de communiquer vos questions par écrit dans la section questions et réponses Q&R et les questions seront acheminées aux conférenciers lors de la période de la discussion à la fin. L'onglet clavardage ou chat sera utilisé pour vous communiquer par écrit des consignes et des documents pertinents. Le matériel post-conférence, l'enregistrement du webinaire, sera envoyé par courriel quelques semaines après la conférence et serait également affiché sur le site web du colloque. Finalement, si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à Catherine Bredette. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'animateur de cette panel, Julien Simard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là parmi nous ce midi en très grand nombre. On espère que les discussions aujourd'hui seront vous intéresser tout autant que les autres. Et donc, on va avoir une période de questions à la fin, comme ça a été mentionné évidemment. Et je vous laisse ici là, lire les règles du Q&R, donc des questions-réponses, qu'on va essayer d'intégrer. Alors, on va commencer aujourd'hui, cette première conférence, cette première présentation d'environ 20 minutes qui va être faite par moi-même, Julien Simard, chercheur postdoctoral au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, et Isabelle Marchand, qui est professeure en travail social à l'UQO. Isabelle, est-ce qu'on te voit dans la caméra? Et donc, je vais vous partager maintenant notre petit PowerPoint. Ça sera pas très long. Et voilà. Alors, on va juste mettre ça en plein écran. Et voilà. Alors, nous y voici. Isabelle. Allô, Isabelle. Donc, Isabelle, est-ce que peut-être tu veux te présenter avant qu'on commence plus en détail? Oui, parfaitement. Bonjour tout le monde. Bien heureuse d'être parmi vous. Alors, comme Julien l'a évoqué, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais, mais au campus Saint-Jérôme. Alors, je travaille sur différentes questions ayant trait au vieillissement, dont les problématiques de l'exclusion, de l'inclusion sociale des aînés. Et les projets qui se poursuivent en ce moment, en fait, je travaille sur la mise en œuvre d'un laboratoire vivant sur
l'identification, en fait, des besoins des personnes aînées dans l'avancée en âge afin de favoriser le vieillir chez soi le plus longtemps possible, notamment dans les communautés rurales, dans les Laurentides. Alors, voilà, en bref. Excellent. Puis aujourd'hui, le thème, c'est les déclencheurs, les événements sociospatiaux. Hein, ça peut être autant. Aujourd'hui, on va discuter ici, nous, de gentrification notamment, de spéculation immobilière, de dynamique résidentielle régionale, hein, autour de Saint-Jérôme, comme vous pouvez le constater. Mais on peut aussi ouvrir la discussion à tout ce qui est déclencheur. Qu'est-ce qu'on entend par ça? On peut entendre un projet immobilier quelconque, exemple une grosse RPA qui vient s'installer dans le centre de Saint-Hyacinthe, déplaçant des maisons, on peut parler de changement climatique, on peut parler de phénomènes comme ça qui viennent changer en fait les territoires et les espaces urbains, périurbains et ruraux. Okay? L'arrivée d'une usine dans un village, etc. Donc gardez ça en tête un peu, cette idée de déclencheur. Donc, je vais commencer cette présentation-là, le volet un peu plus technique, et Isabelle va suivre après avec les données qu'on a de notre terrain. Là, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, on est inséré dans une recherche financée par le Fonds de recherche du Québec, donc une action concertée qui s'intitule « Le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées », dirigée par Hélène Bélanger, qui est ici présente. À l'UQAM et dont font partie plusieurs chercheurs, notamment évidemment Isabelle, ici présente, moi-même, mais Megan Joy aussi est dans la recherche, Louis Gaudreau, Martin Gallier aussi à l'UQAM, Violaine Jolivet en géographie également. Donc, on étudie en fait les problèmes que les locataires vivent dans 3 localités autour de Montréal. Saint-Jérôme, le cœur de Montréal, donc la petite patrie, Rosemont, la petite patrie, et la ville de Longueuil. Donc, on essaie de voir s'il y a des dynamiques différentes entre ces 3 territoires-là au niveau des réalités que vivent les locataires âgés, OK? Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être tout le continuum, en fait, de la précarité résidentielle. Donc, autant se faire menacer directement d'éviction par un propriétaire, c'est des choses qu'on recueille, évidemment, beaucoup d'abus, évidemment, des expulsions légales, hein, conduites dans les règles du tribunal administratif du logement, mais aussi tout plein de facteurs socio-environnementaux qui viennent mettre en péril la capacité au maintien dans les lieux des locataires âgés, surtout à faible revenu, OK? Ça peut être justement la hausse des prix des loyers, ça peut être la vente d'un immeuble, ça peut être l'arrivée de nouveaux commerces, hein, peut-être plus pour la petite patrie, le changement des taxes foncières qui fait en fait des loyers plus chers, etc. Donc, on veut analyser tous ces phénomènes-là ensemble. À Saint-Jérôme, on a conduit donc une partie du terrain, comme je vous le disais. Ça, c'est notre affiche de recrutement notamment. On a eu 2 étudiantes qui sont allées plusieurs fois sur le terrain, donc rencontrer des gens. C'est sûr que c'est une drôle de période pour faire du terrain avec les personnes vieillissantes. En raison de la COVID, il y a toujours un petit risque. Il faut moduler selon les vagues en présence et regarder les eaux usées pour déterminer nos facteurs de risque. Mais on a réussi à interviewer donc environ 13 personnes à Saint-Jérôme à date, ainsi que quelques focus group conduits avec des intervenants. On n'a toujours pas fini la collecte de données, mais ça s'en vient un peu sur la fin. Donc, Isabelle va vous présenter quelques extraits aussi de réflexions d'intervenants sur le terrain sur les dynamiques résidentielles des locataires âgés à Saint-Jérôme. Plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi Saint-Jérôme? Ben, d'abord, Isabelle, c'est là qu'elle est ancrée, mais c'est très, très intéressant aussi d'analyser une ville régionale périurbaine. Hein, on s'entend qu'on est à 1 heure de Montréal ici, mais qui est en forte croissance et qui est aussi en forte croissance démographique au niveau du vieillissement. Donc, beaucoup de gens qui vieillissent dans la région. Et on a simultanément l'arrivée massive de personnes plus jeunes. Il y a beaucoup de développement immobilier dans cette région-là. Alors, je vous lis ici. Selon les dernières données de l'ISQ, la région des Laurentides est celle pour laquelle on prévoit la plus importante croissance de la population d'ici 2041 avec 21,3%. Il y a déjà des enjeux au niveau des nappes phréatiques. Vous avez vu les reportages qu'il y a eu dans les dernières années autour de Saint-Lin-des-Laurentides, Saint-Colomban, etc. Déjà, le territoire est un peu saturé en termes de besoins aquifères, OK? Donc, je vous laisse imaginer les autres enjeux aussi qui peuvent être liés à ça. Une des particularités du portrait démographique des Laurentides est donc son vieillissement. Entre 86 et 2016, OK, la proportion de personnes de 65 ans et plus a doublé. Ça, c'est quand même majeur. Et elle croît plus rapidement que dans le reste de la province,
En 2021, donc la date du dernier recensement, 20% de la population de Saint-Jérôme était constituée de personnes âgées de 65 ans et plus, et ce pourcentage atteindra, dans moins de 10 ans, 27%. Okay? On continue. Juste vous montrer quelques chiffres là, pour mieux comprendre un peu ce qui se joue à Saint-Jérôme, ok? Ici, évidemment, la population dite active, là, 15 à 64 ans, environ 60%, et donc quand même 23% ici de personnes de 65 ans et plus, et 3% de 85 ans et plus. Et on voit ici ce que je viens de dire, en fait, là, c'est juste sur un graphique pour vous montrer la croissance de la population des 65 ans et plus ici. Là, je veux vous mettre en garde. Moi, je suis pas de ceux qui voient le vieillissement comme un problème au-delà. Je vois bien au-delà de ça et au contraire, en fait, on dit souvent, oui, le vieillissement amène une grande pression sur le système de santé, etc., mais oui, à quelque part, mais ça dépend de la façon dont on comprend en fait les problèmes sociaux, là. Est-ce que le vieillissement de la population est davantage un problème que l'évasion fiscale? C'est des réflexions morales et politiques à avoir sur qu'est-ce qu'un problème social véritable. Nonobstant cet argumentaire un peu plus éditorial, c'est surtout le fait qu'il faut que les territoires soient adaptés, qu'il y ait assez de logements, qu'il y ait des services, qu'il y ait des soins à domicile suffisants. C'est plus ça le problème. C'est un problème logistique plus qu'un problème en soi, le vieillissement. Donc, il faut faire attention aussi avec ces discours-là un petit peu agistes sur tout ce qu'on appelle le tsunami gris ou l'amargadon gériatrique ou d'autres terminologies comme ça qui visent un peu à rendre le vieillissement problématique, alors que ce qui l'est peut-être plus, c'est l'adaptation, en fait, des localités, des villes, des municipalités, du système de santé, etc. Saint-Jérôme, l'autre particularité, c'est sa défavorisation, ok? La MRC présente des conditions matérielles et socialement moyennement favorables avec des poches importantes de pauvreté. Et près du tiers de la population de Saint-Jérôme habite dans des secteurs ayant des conditions matérielles dites défavorables. Donc, vieillir à Saint-Jérôme, c'est pas comme vieillir à Bolton ou à Magog, on s'entend. On l'a déjà vu dans les dernières semaines à quel point, bon, le vieillissement, c'est loin d'être uniforme selon où on vit, quelle position sociale on occupe, etc. Et à Saint-Jérôme, c'est encore plus vrai dans le sens que même les personnes résidant dans le centre urbain peuvent afficher des niveaux de pauvreté assez importants. On continue. Donc, ça, c'est des chiffres, je vous les interprète devant vous parce que ça reste un peu obscur vu comme ça. La mesure de faible revenu, OK? Ici, on a quand même, au total, là, à Saint-Jérôme, ici, 17 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui sont en dessous de la mesure de faible revenu, là. Donc, surtout des femmes, évidemment. Les femmes sont toujours plus désavantagées économiquement que les hommes en général, et on le voit dans les statistiques. Donc, ça reste quand même beaucoup de gens qui, en fait, sont dans une précarité économique qui ne leur permet pas d'avoir des options résidentielles. Si il y a un problème avec le logement qu'ils occupent ou qu'elles occupent, ils vont avoir beaucoup de mal à se reloger, soit dans une RPA, parce que, évidemment, à 1800, 2000, 2500 $ par mois, on peut pas se loger si on est sous la mesure de faible revenu, qui est environ, qui doit être rendue environ à 22 ou 23 000, là, vous me corrigerez si vous savez le dernier chiffre de la mesure de faible revenu. Et donc, ça amène beaucoup de problèmes pour, en fait, la capacité de se loger adéquatement là où on veut, donc le bien vieillir, finalement, au bon endroit. On continue. Encore un petit graphique, mais je vais vous aller direct à l'essentiel. C'est pour vous montrer que des fois, on a l'idée qu'une ville comme Saint-Jérôme ou qu'une ville régionale, c'est juste des pavillons, des maisons pavillonnaires ou Finalement, c'est une banlieue typique. Attention, Saint-Jérôme, des villes comme ça reste des villes qui ont un passé industriel, qui ont un passé urbanisé. Hein, il y a de l'urbain, du semi-urbain, du rural, du péri-rural, il y a un peu tout, finalement. Et il y a quand même 41% des logements à Saint-Jérôme qui sont des appartements dans un immeuble de moins de 5 étages. Donc, c'est non négligeable. Hein. Les locataires à Saint-Jérôme vivent de plus en plus de pression parce qu'il y a très peu de nouvelles constructions de logements locatifs. Il y a toute une population qui est poussée, en fait, de la région de Montréal à cause des prix, en fait, faramineux de l'immobilier, hein, que ce soit du locatif privé ou des maisons. Donc, une grande pression sur le parc immobilier locatif de Saint-Jérôme et donc sur les gens qui y résident.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire souvent, en fait, cette pression-là, que ça pousse les loyers à la hausse. Donc, je laisse la parole maintenant à Isabelle, qui va vous présenter un peu plus les réalités telles qu'exprimées par les intervenants dans nos focus group. Voilà. Merci, Julien. Merci pour avoir mis la table de façon aussi claire. Alors, voilà, je vous présente quelques résultats préliminaires ici de 2 groupes de discussion qui réunissent environ une quinzaine de personnes. Et les entrevues, là, comme Julien l'a évoqué, individuelles seront analysées un petit peu plus tard là, et pour un retour de résultats autour du printemps. Donc voilà, qu'est-ce que nos intervenants et intervenantes là, issus du terrain et bien au fait de cette crise en matière de logement nous ont dit. Donc, sans surprise, on sait donc qu'il y a un besoin criant de logements accessibles et adaptés à Saint-Jérôme. Donc, l'ensemble des milieux d'hébergement, que ce soit les HLM, les différentes coopératives, les logements en milieu familiaux, intermédiaires, ont des listes d'attente. Donc, il y a une offre locative qui est quasiment inexistante, pour reprendre là, les propos de certaines personnes. Donc, à ce titre-là, vous voyez, les résultats sont illustrés avec quelques verbatims, récits de personnes. Donc, je prends la peine de les lire. Les entreprises d'économie sociale, nos organismes du milieu peinent à suffire aux besoins, à offrir des services, donc des longues listes d'attente. Donc, ça devait vraiment compliqué pour une clientèle aînée qui commence une perte d'autonomie. Et il y en a plusieurs qui ont besoin de s'en aller vers des ressources qui offrent un petit peu plus de services, bien les prix sont aussi exorbitants. Donc aussi, les intervenants et intervenantes ont témoigné du fait que les logements sont mal adaptés, notamment quand on a soit des pertes de mobilité ou des pertes au niveau cognitif. Donc actuellement, les ressources pour hébergement, aussi pour une personne en perte cognitive, que je viens de l'évoquer, c'est à peu près inexistant, c'est très rare, c'est un véritable problème. Donc, doublé à ce problème d'accessibilité, on a aussi un manque d'accessibilité de logement pour les personnes aînées vulnérabilisées, donc c'est-à-dire vulnérabilisées par les inégalités sociales et de la santé, donc les personnes immigrantes, LGBTQ+, qui ont différentes dépendances. Donc, ça aussi, les gens nous ont dit, c'est une population en itinérance, par exemple, qui vieillit. Donc, elle aussi est coincée dans différents types d'hébergements d'urgence, qui d'autant plus ne sont pas accessibles physiquement pour les gens aussi à mobilité réduite. Donc, ça les précarise davantage et ça accélère les vieillissements, évidemment, de terminer des jours dans des centres d'urgence. Donc, à partir de ces constats-là, il y a des gens qui ont discuté, bien sûr, donc se loger en périphérie de Saint-Jérôme est-il possible? Bien là, certains évoquaient la difficulté aussi de se loger par ce manque de logement et les quelques logements qui sont disponibles, bien sûr, ça occasionne aussi un problème de transport, parce qu'on sait, en raison des mêmes inégalités que je viens d'évoquer, que c'est pas nécessairement toutes les personnes qui ont accès à une voiture, par exemple, pour se déplacer. Alors, si on passe à l'autre diapo. Pardon, merci. Alors, je viens le évoquer rapidement tout à l'heure en présentant le thème et la recherche plus largement. Donc, bien sûr, on assiste ici, si on parle d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées, ça veut dire quoi dans la réalité? Ben, ça veut dire que les gens sont poussés à l'extérieur de leur milieu de vie et pour ce faire, ben, les propriétaires, pour ne pas les nommer, utilisent différentes tentatives d'éviction, donc différentes stratégies qui peuvent se résumer là ici par des augmentations abusives, des présentations des baux non conformes ou par exemple, je vais vous donner un exemple où on laisse pas de marge de manœuvre, par exemple, entre je conteste, c'est j'accepte par exemple l'augmentation ou je refuse, mais certains propriétaires enlèvent la case je conteste. Donc, il y a des reprises aussi illégales qui se font aussi, comme par exemple ce qu'on entend beaucoup parler, ou notamment dans les médias, les rénovictions, la conversion de la vocation en RPA. Il y a différentes luttes aussi qui se mènent en ce moment dans différentes RPA, la modification de blocs appartements en condos, des nouveaux règlements qui apparaissent comme ça dans les immeubles à logement. Donc, les propriétaires mettent leurs propres règles, nous disait une personne. Ils vont tellement loin dans leur dernier baux qu'on a vu passer qu'ils avaient même leur propre baux. Donc, c'était marqué, comme je l'avais évoqué, j'accepte ou je refuse. Alors, le bail officiel dit je conteste. Puis si tu coches, ben, il n'y a aucun recours.
Donc, en ce sens-là, les intervenants et intervenantes nous ont parlé aussi, d'une part, de la méconnaissance des droits, de ces droits en tant que personne et personne aînée aussi. Et par-delà cette méconnaissance-là aussi, la difficulté de faire valoir ses droits, la difficulté d'entrer dans cette lutte de défense des droits. Donc, il y a une personne qui témoignait en ce sens que c'est pas facile sur un site de trouver ce que tu as besoin et de trouver, par exemple, le formulaire nécessaire. Ces gens-là n'ont pas d'imprimante nécessairement, donc c'est un peu compliqué aussi. Tu reçois des documents, ils ne savent pas les règles, et c'est des documents, par exemple, qui sont pas formulés non plus de façon légale. Donc, il y en a qui signent, il y en a qui se sentent obligés de signer et comme s'ils ont le bras tordu dans le dos. Donc, tout ça, ça témoigne des menaces dont usent certains propriétaires aussi, l'intimidation qui a été aussi évoquée là, en termes de stratégie d'éviction. Donc, bien sûr, ces stratégies d'éviction ne sont pas sans causer de conséquences pour les personnes. Hein. On fait face ici à des problématiques qui sont interreliées. Donc, cette crise du logement et tout ce sentiment d'insécurité et ce sentiment de devoir faire face à des menaces d'intimidation, de devoir se reloger, etc., tout le stress qui est engendré par l'ensemble de ces facteurs, bien sûr, donc, alimente des problématiques au niveau de la santé mentale, de la sécurité alimentaire et de l'itinérance. Donc, il y a des gens qui nous disaient, par exemple, pour contester une décision, ça vient fragiliser les personnes encore davantage. Donc là, tu cherches un logement, il paie trop cher, fait que tout ça, ça vient jouer aussi sur la santé mentale puis la fragilité. Fait qu'on voit souvent des gens qui vont payer des logements trop élevés, fait qu'on les retrouve après à la distribution alimentaire. Donc, ce sont des problématiques aussi, comme je disais, qui s'interalimentent aussi et qui ont vraiment des liens là, très proches qui sont étudiés de plus en plus là, quand on regarde la complexification, en fait, de ces problèmes-là. Et donc, cette complexification de ces problèmes, bien, forcément, ça amène aussi l'appauvrissement des populations. Donc, les gens nous ont dit, à un moment donné, les aînés, les pauvres vont être rendus très, très pauvres. Les gens modestes vont devenir pauvres, donc en dénivellement. Fait qu'on est rendu à une situation qui est pas comique. Il faut trouver des solutions pour que les gens puissent être au moins logés et nourris adéquatement dans un climat plus sécuritaire. Donc, en ce sens-là, les personnes intervenantes aussi nous ont parlé que par-delà du fait que, bien sûr, ça touche les personnes aînées, notamment celles qui sont de plus en plus fragilisées par les inégalités de la santé aussi, mais cette crise-là touche, bien sûr, tout le monde et elle a été exacerbée aussi avec la pandémie. Donc, devant ces besoins qui sont criants aussi, peu importe l'âge, on note aussi dans la ville de Saint-Jérôme et ailleurs aussi un manque là, flagrant de services de soutien et d'accompagnement. Donc, pour répondre, comme je l'évoquais tout à l'heure, aux problématiques concomitantes là, qu'on voit poindre en matière de santé mentale, de sécurité alimentaire et d'itinérance, par exemple. Donc, à partir de là, quelques pistes d'action. Donc, on a touché cette dimension dans les groupes de discussion. Donc, il y a plusieurs choses qui se font sur le terrain parce que, bien sûr, le milieu communautaire est très dynamique à Saint-Jérôme. Donc, il y a une table de comité de logement, par exemple, à la CDC, Corporation de développement communautaire, dans la MRC de Rivière-du-Nord, qui réunit en fait l'ensemble des acteurs régionaux, donc différents types de partenaires qui réfléchissent et tentent à partager les réalités, ils tentent aussi d'apporter différentes solutions. Les solutions sont pas simples parce que, par exemple, si on peut avoir de l'implication de Centraide sur cette table-là, bon, on sait que c'est une aide qui est sporadique et limitée, donc on n'a pas ici une réponse qui se veut structurelle. Certains intervenants disaient aussi que ce sont les gouvernements à différentes échelles, de l'échelle locale à l'échelle nationale, qui doivent être responsables du logement. Puis en ce sens-là, on a l'impression sur le terrain que les gens se lancent un peu la balle. Il y a quelqu'un qui disait le logement, ça appartient à tout le monde et à personne en même temps. Donc, ça se lance la balle au niveau des municipalités, au niveau du gouvernement provincial, fédéral, etc.
D'autres avaient le ferme avis que les villes, en fait, doivent se sentir concernées et imputables par cette problématique de logement, notamment pour être cohérent, en fait, avec les MADA, hein, les plans amis des aînés qu'on met en œuvre dans différentes villes et municipalités au Québec là, en termes d'aménagement. Donc, ce qu'on propose aussi comme solution, bien sûr, c'est de privilégier le soutien communautaire le soutien financier, aux organismes communautaires, en ayant en tête quand même que c'est pas une baguette magique, puis c'est pas les organismes communautaires non plus qui peuvent régler la problématique du logement. Et donc, en ce sens-là, il faut explorer une diversité de modèles d'hébergement. Différentes idées ont été évoquées par rapport à des expériences diverses. Et enfin, donc, mettre en place différentes pratiques pour répondre à cette large problématique-là qui préoccupe, en fait, tous les gens concernés sur le terrain, a priori les personnes concernées elles-mêmes. Donc, voilà pour ce premier tour de piste pour ces résultats. Merci. Merci Isabelle. Donc, en espérant que ça a stimulé vos réflexions, avant évidemment d'entrer dans la portion dialogue ou la discussion là, par les personnes plus impliquées sur le terrain, on va maintenant écouter Mélanie Levasseur, professeure à l'Université de Sherbrooke, que je vais laisser se présenter en détail. Merci Julien. Ouais, au plaisir. Donc, je vais partager d'abord mon écran. Et si vous pouvez me confirmer que ça fonctionne. Excellent. Ça fonctionne. Donc, bonjour tout le monde, bon midi. Merci d'être présent à ce webinaire qu'on le veut le plus possible interactif. Merci à Julien et Isabelle d'avoir mis la table avec une très belle première présentation qui fait beaucoup de liens avec ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Mélanie Levasseur, je suis professeure titulaire à l'École de réadaptation et ergothérapeute de formation et aussi chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement. Donc, mon programme de recherche porte sur la participation sociale des aînés et dans le présent projet, je me suis intéressée plus spécifiquement à la participation sociale des aînés qui sont à risque de marginalisation et d'exclusion dans le contexte d'une revitalisation d'un centre-ville de Sherbrooke qu'on souhaite inclusive. J'ai la chance de mener ce beau projet en partenariat avec plusieurs acteurs dont vous voyez les logos dans le bas de l'écran. Et plusieurs collègues co-chercheurs, dont Sébastien Lard de l'Université de Montréal, Mélissa Généreux, Martine Charec, Ruth Njaboué de l'Université de Sherbrooke. Donc, un bel éventail de collaborateurs. Donc, je saute tout de suite dans le vif du sujet. Et je vous mets la table aussi en vous disant que vous allez reconnaître quand même des liens avec ce que Julien mentionnait, notamment en lien avec les difficultés sur la COVID, mais les défis de logement aussi auxquels on fait face. Puis je vous demande aussi de retenir les déclencheurs. Donc, nous, la revitalisation au centre-ville de Sherbrooke, c'est notre déclencheur. Puis on reparlera d'Agis peut-être, j'espère, en discussion, et le fait de qu'est-ce que vieillir au centre-ville, bon, le vu de Saint-Jérôme, mais aussi au centre-ville de Sherbrooke. Donc, rapidement, le centre-ville de Sherbrooke, pour ceux qui ne sont pas familiers, puis je vous invite à porter attention à la photo en haut de la diapo, là, où on voit un peu la côte King, puis je vais y revenir plus tard dans mes résultats, mais qui fait office de dénivelé important là, dans notre centre-ville à Sherbrooke. Donc, c'est un lieu à peu près de 1,1 km². Qui est délimité là par la rivière Magog au nord et à l'ouest. Il y a le lac des Nations aussi. À l'est, il y a la rivière Saint-François, puis au sud, il y a une grande artère là, qui est la Garde. Bref, le centre-ville, ce que ça représente, c'est environ 3000 habitants. Évidemment, qui sont malheureusement parmi les plus défavorisés des cantons de l'Est. Donc, une majorité de résidents au centre-ville sont des locataires, puis on pourra y revenir, des gens à faible revenu. Il y a aussi une grande proportion de gens qui ont des troubles de santé mentale, puis je vais vous illustrer ça dans mes propos, dans mes exemples aussi d'extraits de verbatim. Le centre-ville, c'est donc une concentration accrue de gens à risque de marginalisation et d'exclusion sociale. Donc, une présence aussi de défavorisation matérielle et sociale élevée.
Donc, dans le projet, dans le fond, nous, on s'est intéressé à cette revitalisation-là qui a débuté approximativement en 2019 et qui était censée se terminer en 2024, mais là, avec les enjeux de main-d'œuvre et de retard dus à la COVID, là, peut-être que ça sera un peu plus tard, là, peut-être 2025. Ça touche principalement cette revitalisation-là, 3 grands secteurs, les Grandes Fourches, la Wellington Sud, qui est l'artère principale au centre-ville, et le projet Galtwest, qui inclut des HLM. Ça représente aussi, pré-COVID, un investissement, des chiffres d'investissement d'à peu près 130 millions de dollars, qui représentent à la fois des fonds publics et des fonds du privé. Puis on pourra reparler des enjeux là, des promoteurs privés, notamment dans les logements pour les personnes à coût modique. Et ça implique évidemment une rénovation, mais surtout une construction de nouveaux bâtiments, espaces publics résidentiels, des bureaux et des commerces, principalement pour redorer et attirer de nouvelles entreprises dans ce centre-ville-là, et des employés aussi, de nouveaux employés, donc faire un pôle entrepreneurial. Cette revitalisation-là soulève des préoccupations, pas juste de notre équipe de recherche, mais aussi d'organismes du milieu, d'organisateurs communautaires, j'allais le nommer, qui est bien documenté aussi dans les résultats probants qui illustrent que lorsqu'on a une transformation d'un environnement physique qui engendre une certaine augmentation du niveau de vie, donc des commerces plus luxueux, des loyers plus luxueux, ben ça peut augmenter les situations de marginalisation et d'exclusion et diminuer la gentrification qu'il y a dans le centre-ville de Sherbrooke. Donc, ces transformations-là, nous, on croit que la recherche-action peut nous aider à animer la mobilisation de certains acteurs du milieu vers un but commun qui serait de minimiser le plus possible les effets négatifs de cette revitalisation-là sur les aînés qui sont à risque de marginalisation en favorisant leur inclusion et plus globalement en favorisant aussi la mixité sociale. Donc, le projet poursuit 4 objectifs. D'abord, le premier objectif vise à documenter les besoins, les facilitateurs et les obstacles à la participation sociale des aînés résidents et utilisateurs du centre-ville qui sont à risque de marginalisation et d'exclusion. Ensuite, on veut prioriser certains besoins recensés. Des fois, quand on documente des besoins, il peut y en avoir plusieurs et on peut réalistement qu'en cibler quelques-uns pour mettre en œuvre des actions. Donc, ces actions-là vont être identifiées à partir d'écrits scientifiques, mais aussi d'opportunités qu'il y a dans le milieu. Donc, on veut vraiment tabler sur qu'est-ce qui se fait déjà dans le centre-ville de Sherbrooke, puis comment on peut réduire le risque de marginalisation et d'exclusion avec aussi en s'inspirant d'autres études qui ont été publiées là, dans les écrits scientifiques. Finalement, on veut décrire des actions qui vont être mises en œuvre et leurs effets. Donc, dans le cadre du projet, on veut jusqu'à penser à l'action et documenter les effets de ces actions-là. Donc, qui on interroge principalement? Donc, nos participants sont des personnes aînées, je l'ai mentionné, résidentes ou utilisatrices du centre-ville qui ont au moins une des caractéristiques suivantes. Donc, à faible revenu, diversité sexuelle de genre, qui ont des incapacités, 80 ans et plus, un groupe ethnique ou linguistique minoritaire qui sont issus d'un de ces 2 groupes-là. Donc, c'est les critères là, qui sont associés au risque de marginalisation et d'exclusion. On s'intéresse aussi aux participants proches d'une personne aînée qui réside ou fréquente le centre-ville. Pourquoi les proches? Parce que, notamment chez les gens qui ont des troubles de santé mentale ou des troubles cognitifs, ça peut être une façon de les impliquer.
Pour les personnes, des fois en situation d'itinérance ou hautement marginalisées, ben à ce moment-là, ça peut être aussi une façon là, de les rejoindre plus facilement pour les intégrer au projet. Mais on pourra reparler de recrutement de ces aînés-là, puisque c'est un défi là, quand même qu'on a réussi à relever par différentes stratégies que je pourrais parler plus en détail. Enfin, nos participants sont aussi les acteurs clés et les partenaires de la communauté. Donc, par acteurs clés, qui entend-on? Donc, les représentants de la ville, les intervenants gestionnaires d'organismes communautaires, Odysseus de l'Estrie, dans notre cas, mais aussi des partenaires de la communauté comme la table de concertation des aînés, les membres aussi d'associations comme la FADOC, puis on inclut aussi jusqu'aux médecins, pharmaciens, épiciers, pompiers, etc. Donc ici, vous voyez quelques exemples de photos que nous utilisons là, dans le cadre de la recherche-action où on fait de la collecte de données, notamment grâce à la photo-élicitation ou photo voice. Puis vous avez un exemple de question, là, si vous aviez une baguette magique, quel serait le centre-ville de rêve pour les personnes aînées? Quels sont vos besoins actuels pour participer socialement? Évidemment, dans le cadre de notre projet, on fait un petit clin d'œil à la COVID puisque c'est difficile là, d'en faire fi. Mais bref, on demande vraiment aux participants de ne pas cibler que la COVID, évidemment, parce qu'on s'intéresse aussi à la revitalisation plus largement. Nos analyses sont effectuées, là, c'est une analyse de contenu thématique qu'on réalise à l'aide d'une grille de codage mixte. Et le modèle du développement humain et du processus de production du handicap est utilisé aussi en soutien à la classification des thèmes qui sont inductifs, là, qui sont induits par nos données brutes. Et c'est un modèle qui illustre la participation sociale que vous voyez là, qui est opérationnalisée ici par le mot habitude de vie et qui découle de l'interaction entre les facteurs personnels, par exemple, de nos aînés à risque de marginalisation et d'exclusion et les facteurs environnementaux, par exemple, ceux de la revitalisation au centre-ville. Donc, nos résultats. Donc, on a identifié plusieurs facilitateurs et plusieurs obstacles à la participation sociale des aînés, notamment en lien avec certains facteurs identitaires tels que l'âge, le genre, l'origine, la diversité sexuelle et la pauvreté. Aussi les conditions de santé, telles que les troubles cognitifs, mais aussi les troubles urinaires. Certains comportements peuvent influencer soit positivement ou négativement aussi la participation sociale, les aptitudes motrices, pensez notamment au dénivelé du centre-ville, mais aussi la résistance et la solitude. Enfin, au niveau des facteurs environnementaux, ben le climat, hein, on a commencé à avoir, puis il neige actuellement en Estrie, donc à avoir des conditions climatiques hivernales, donc les politiques publiques, la COVID-19, le système de santé, mais aussi le logement ou le domicile des aînés, le fait que la famille, les proches y résident, l'appartenance géographique, est-ce que les gens ont un sentiment d'appartenance plus faible pour certains en lien avec le centre-ville, puis tous les aspects plus de l'environnement méso comme la discrimination, le transport, la revitalisation, et puis je vais revenir sur plusieurs d'entre eux là, plus en détail, mais je voulais vous montrer un peu un schéma plus grand. Qui étaient nos participants? Donc, actuellement, à ce jour, on a 27 participants rencontrés, principalement des personnes aînées, un proche, majoritairement des femmes à faible revenu, qui habitent seules, qui résident au centre-ville et très peu là, sont issus de l'immigration. Et les besoins qu'on a identifiés on a dégagé 5 principaux thèmes. D'abord, l'information. Donc, l'accès à l'information est un enjeu, notamment quelles sont les activités disponibles, est-ce que l'information est disponible que sur Internet? On avait, par exemple, une aînée qui nous parlait d'un accès difficile à Internet et elle souhaitait obtenir des billets gratuits pour un spectacle, mais ceux-ci étaient seulement accessibles sur Internet.
Au niveau du transport, donc le transport est aussi un des besoins pour participer socialement. Très grande majorité d'aînés qui n'ont pas d'automobile, donc qui sont dépendants du transport public, qui ne répond pas toujours aux besoins des aînés, notamment ceux qui ont des incapacités et qui permet plus difficilement parfois de faire certains trajets à l'épicerie, des arrêts d'autobus qui sont situés dans les côtes. Le stationnement aussi au centre-ville est un enjeu pour ceux qui ont une automobile. Un autre besoin qui a été mentionné, c'est le fait d'être accompagné. Donc, des fois, c'est par des proches, mais aussi ça peut être par un certain soutien communautaire. Il y avait notamment une participante, qui avait un trouble, un ancien trouble éthylique d'alcoolisme, qui donnait un exemple d'une travailleuse sociale qui l'accompagnait pour réaliser certaines de ses activités. Il y a aussi dans les services, certains services comme par exemple à l'épicerie où on peut avoir un soutien pour notamment les caisses automatisées. Enfin, au niveau de la proximité des activités, ben c'est pas toutes les activités qui sont considérées de la même manière là, pour les participants, puis ils ont quand même des besoins importants, notamment en termes de proximité, mais aussi en termes de coût. Le fait que les activités soient abordables, puis répondent aux intérêts et soient adaptées aussi à la santé ou à la capacité des aînés. Il y a vraiment un exemple très diversifié là, d'activités, tricot, bingo, billard, tai chi, musique. Donc, dans l'espace public, certains restaurants abordables ou dîners abordables, notamment par l'archevêché là, qui sont organisés. Des jardins communautaires avec des bancs de parc élevés, etc. Donc, tout ça, ça a été nommé parmi les besoins. Et enfin, on a des besoins au niveau des environnements inclusifs, donc notamment par des aménagements urbains qui vont vous permettre une meilleure mobilité à pied, mais aussi comme la Côte King que je vous parlais, mais aussi la sécurité qui ressort comme un enjeu important. Certaines femmes qui se sentent moins en sécurité, des gens qui sont plus touchés par l'isolement, le sentiment d'insécurité. Et je mentionnerais aussi la propreté, la salubrité, là, qui est un enjeu. Donc, des fois, il y a des poubelles qui peuvent aussi bloquer l'accès et la mobilité. Il y a un besoin d'embellissement là, des espaces verts et il y a des enjeux de pollution aussi en lien avec la circulation automobile. Donc ici, on a quelques extraits de verbatim pour illustrer la perception générale de la revitalisation du centre-ville. Donc, ça va être pour les jeunes et pour les riches, pas pour nous autres. Donc, certains aînés qui se sentent exclus de cette revitalisation-là et qui dénotent un manque de vision par rapport aux personnes aînées, puis aussi d'autres comme pour les familles. Donc, je voudrais pas que le centre soit juste pour les aînés, mais on doit en faire partie. On dirait que c'est pour les 18-35 ans. Le reste, arrangez-vous, allez ailleurs. Donc, d'autres au niveau des extraits en lien avec les facteurs identitaires. Donc, on a plus 20 ans pour traverser la rue. La lumière est pas assez longue, donc des enjeux de sécurité là, pour traverser notamment. Donc, la Côte King. Et je terminerai avec un extrait sur le manque d'activité sociale là, qui a été nommé, mais aussi le manque d'accès là, pour se déplacer, pour se rendre aux activités. Donc, en guise de discussion, je terminerai en vous disant que le centre-ville, de questionner sur les besoins individuels et collectifs de participation des aînés nous a amené à identifier des attentes élevées envers la revitalisation et une perception que ces besoins-là ne sont pas pris en compte par la ville. Donc, il y a un certain agisme systémique. Et ça rejoint d'autres écrits qui ont documenté là, que les revitalisations sont typiquement pour les plus jeunes ou pour les riches. Il y a aussi des enjeux liés à l'exclusion du logement. Puis, j'ai pas pu, faute de temps, parler longuement, mais il y a notamment de la construction de logements luxueux
qui préoccupe beaucoup et qui va devoir faire l'objet de solutions créatives. Et cette revitalisation-là, ou le processus de revitalisation amène un certain mitige ou en tout cas diminue le sentiment d'appartenance de certains. Et c'est une recherche, évidemment, qu'on est à poursuivre. Donc, on veut questionner d'autres participants, comme je le mentionnais, il y avait qu'un proche, mais aussi des acteurs clés, des partenaires de la communauté. Puis, je vous laisse sur cette image-là d'un des articles dans La Tribune, qui est notre média local d'hier, qui dit que le Sherbrooke luttera contre l'embourgeoisement au centre. Donc, voilà. Donc, ça illustre là, à quel point maintenant c'est connu et c'est discuté, là, ces enjeux-là. Donc, merci de votre attention. Puis, je suis ouverte à toutes questions, commentaires. Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est très, très intéressant. Je suis vraiment content de voir ces résultats-là aussi. Pour pouvoir comparer les différentes dynamiques régionales maintenant qu'on va avoir au Québec. On commence à avoir pas mal de stock, en fait, pour comprendre les dynamiques de centre-ville, notamment. Et puis là, on a la chance d'avoir avec nous Alain Trépanier, coordonnateur au développement communautaire, division du développement social et des loisirs, sport, culture, dans la ville de Saint-Jérôme. Donc, qui va ici, là, pour les 15 prochaines minutes, et à 13h, on va prendre les questions du public. Et il y a d'ailleurs quelques questions-réponses de notamment Martin ici, que je vais répéter à voix haute devant tout le monde tantôt, parce que c'est très pertinent. Et de Madame Lorraine Brunel aussi, des questions que je vois ici. Donc, pour les 15 prochaines minutes, Monsieur Trépanier va commenter, en fait, ce qu'on vient d'entendre. Donc, les dynamiques, autant à Saint-Jérôme, Sherbrooke, peut-être faire des parallèles, autant au niveau de la revitalisation, l'immobilier, l'habitat, en lien avec la participation, l'inclusion et l'exclusion des personnes vieillissantes au Québec. Alors, donc, bonjour la parole tout le monde. est à toi. Oui. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est des présentations qui sont pertinentes là, pour nous. C'est difficile de s'insérer dans un panel comme ça, avec un niveau de recherche et un niveau d'expertise particulière et de ne pas se confronter à une langue de bois municipale. Donc, vous comprendrez que je suis en milieu de sécurité, là, on est en famille, et il se peut bien que je dise des choses que je ne serai pas capable de vendre à mon conseil municipal ni à ma direction de service. Vous comprendrez que je suis dans la direction du service des loisirs. Hein? Alors, c'est pas toujours plaisant quand on parle de logement, mais on est témoin. Mes bureaux sont dans un milieu de vie aîné, 50 plus. Donc, on est témoin de tout ce qui est en dessous là, du logement, de la préoccupation des aînés face, bon oui, là, à l'augmentation du coût de la vie, les prestations non indexées, ce genre de discours là, qu'on entend. Mais plus précisément pour le logement, je vois deux grands enjeux pour moi. On a vu tantôt dans la présentation de Julien et d'Isabelle, c'était la situation financière, en tout cas le découpage, la défavorisation sociale et matérielle des populations. La population en général, mais là où ça frappe fort, c'est la population aînée. C'est mon premier commentaire, outre le nombre de personnes effarantes dans une ville comme Saint-Jérôme, qu'on avoisine, on frappera bientôt le 80 000 habitants. Quand on voit que les 65 ans et plus, là, dans le tableau, c'est 17 000 personnes. Il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas cette population. Là, on parle seulement d'une population aînée à Saint-Jérôme, donc les trois grands secteurs là, de la ville de Saint-Jérôme. Je reviens à mon tableau de défavorisation. Ce qui me marque le plus, on peut toujours composer avec un certain manque financier. Les aînés sont habitués d'avoir des façons, un train de vie peut-être plus modeste que peut-être la moyenne de la population, des réflexes d'économie, des réflexes d'étirer le dollar, soit en alimentation avec des compétences alimentaires, avec fréquentent parfois des groupes ou des organismes communautaires, font du bénévolat,
Mais là où ça frappe le plus, la défavorisation qu'on regardait, c'est toute ma petite couleur bleue et mauve. Là. Ceux qui sont habitués de travailler avec les tableaux de défavorisation, c'est la défavorisation sociale. Et là, selon moi, ça frappe fort quand on parle de défavorisation sociale, quand on touche au logement. Le vieillissement vient avec son lot de bouleversements, que ce soit la santé, la perte de mobilité physique ou même de mobilité, de la perte cognitive, par exemple. Mais quand on voit les grandes étapes de changement de vie normale d'un logement, quitter la maison familiale, par exemple, la personne aînée, si elle a un milieu social ou un entourage dans laquelle elle est à l'aise, dans laquelle elle a un soutien et un accompagnement, alors vous comprendrez là, que ça va mieux se passer qu'une personne qui, socialement isolée, peut-être un peu désaffiliée, qui est passée par diverses étapes difficiles et qui voit ce bouleversement du changement de milieu de vie avec une autre approche quand on ajoute la couche de défavorisation sociale dans cette communauté-là. Et puis là, après ça, on branche tout ça. On branche la relation nouvelle ou ancienne, là, mais la relation avec le propriétaire. Si la personne n'a pas de réseau social pour pouvoir l'accompagner dans toute la compréhension des formulaires, la compréhension des enjeux, je signe ou je ne signe pas, je refuse une augmentation même si je n'ai pas la case de refus. Tout cet accompagnement-là, effectivement, retombe rapidement sous la responsabilité, c'est trop gros, là, mais dans la cour, si on veut, des organismes communautaires, les centres de bénévolat de ce monde. Ici à Saint-Jérôme, on a un organisme qui se spécialise vraiment en lien avec la maltraitance des aînés qui est Vigilange. Mais Vigilange, c'est peu d'intervenants. C'est une ressource communautaire avec peu de moyens financiers d'offrir vraiment là, un éventail, un panier de services et une intensité de service à la population qui n'est aucunement capable de répondre à, par exemple, si on prend seulement qu'un 20% de notre 17 000 personnes qu'on parlait tantôt, là, donc 20% de ces populations-là, donc un ROF, là, un 3 000 personnes, là, ils ne sont pas capables de répondre au téléphone, puis à un accompagnement des personnes qui sont dans un créneau de défavorisation sociale qui mettent une pression supplémentaire sur leurs conditions minimales de vie, qu'est le logement. Donc, pour moi, c'est comme la principale boule de problème ou la bête là, qui est dans la pièce, c'est ça. Par la suite, qui est imputable? La responsabilité, elle est partagée. C'est une responsabilité qui est populationnelle, mais on parle des responsabilités des paliers de gouvernement. Et puis, c'est là que vous m'excuserez si je dis des grossièretés, mais j'en parlais un peu plus tôt. On s'est rencontrés juste avant, là, puis sur le plan administratif, moi, je fais des recommandations. Je prépare un argumentaire, je tente d'influencer à l'intérieur de ma direction, mais dans mes conversations avec mes collègues municipaux, que ce soit à l'urbanisme, au développement économique, par exemple, quand j'ai la chance de parler des préoccupations citoyennes, je vois que mon levier d'influence, mon levier administratif a ses limites. Fait que je comparais un peu ça à faire une liste de Noël. Donc, moi, je prépare un document administratif avec des références, des commentaires, des entrevues, des conversations que je reprends, que je me remets en forme au niveau administratif pour faire cheminer la préoccupation que la Ville prenne le logement de façon sérieuse, adresse des solutions, prenne action dans tel et tel dossier. Par exemple, sécuriser des terrains. Un rêve que la municipalité puisse, sur son territoire, acheter, sécuriser des terrains qui seraient éventuellement dédiés à du logement communautaire, donc donnés ou vendus à un coût raisonnable pour que nos BNL, avec dans un programme Accès Logis, puissent faire l'achat de terrain ou avoir un congé de taxes conséquent pour pouvoir utiliser puis construire puis ajouter
au parc locatif de la communauté, du logement communautaire, logement social, mode coopératif ou BNL, peu importe. Un rêve que j'ai. Donc, je fais un document administratif, j'envoie ça un peu comme une liste qu'on envoie au Père Noël. Et puis là, ce qui se passe, là, c'est qu'il y a un changement dans les dernières années, mais principalement, je dirais, à la sortie de COVID ou pendant la COVID, ou on ne sait pas, là, mais il y a quelque chose qui change. Maintenant, nos autres services municipaux se penchent sur ces questions-là. L'urbanisme, par exemple, adresse maintenant de son propre chef, adresse la difficulté financière des gens, adresse le caractère vraiment particulier de la population aînée dans ses défis de se loger, de bien se loger, d'être capable de quand même manger si elle arrive à se loger sur un territoire. Et là, je me rends compte depuis quelque temps que je ne suis plus seul à faire des vœux de Noël, mais que là, la pression devient un peu plus un engagement. Puis le défi de nos municipalités, c'est que ça devienne des engagements politiques qui seront aussi des engagements politiques, mais administratifs, et qui vont changer un peu la perception que nos municipalités avaient de dire, ben oui, le logement, c'est important, mais vous savez, la SHQ, vous savez, le gouvernement du Québec, vous savez, les groupes communautaires, les groupes porteurs de logement social, et nous, la ville, ben, on étudiera et on regardera qu'est-ce qui sera possible de faire à notre niveau par le zonage. Là, je pense que le paradigme est en train de changer. Et ça, c'est ma perception. Hein. Ça n'engage pas la ville de Saint-Jérôme. J'aimerais ça. Je ne vois pas le chat ou les questions-réponses, là, mais j'ai l'impression que ça dépasse un peu mon bureau, ma division, le service des loisirs. J'ai l'impression que les acteurs municipaux, puis bon, j'inclus les MRC parce que parfois les MRC rassemblent beaucoup de ressources dans certaines communautés. Mais je pense qu'il y a une préoccupation qui est nouvelle, qui n'est plus, on laisse tomber le souhait, on laisse tomber maintenant, oui, nous étudierons vos demandes, continuez de nous soumettre des projets, par exemple. Je pense que les municipalités sont mûres et de plus en plus se donnent les leviers pour intervenir, mais elles ne le feront pas seules. Une ville ne construira pas du logement locatif. Une ville ne gérera pas un OBNL d'habitation, n'interviendra pas, n'a pas de travailleurs sociaux pour accompagner les aînés. Mais sa participation sera plus marquée dans un futur relativement rapproché. Puis, je prends bonne note, là, il y a des bonnes questions dans le question-réponse. J'en ai déjà récupéré quelques-unes parce que ça fait partie de l'argumentaire maintenant que je vais pouvoir poser pour engager que les municipalités aient un certain terreau fertile puis qui puissent tester à l'interne avec nos services juridiques, avec l'urbanisme, avec nos services, nos forces qu'on a à l'intérieur, quels sont les leviers qui nous seront possibles dans un futur relativement rapproché et dans lequel on veut investir. Grosso modo, ça serait ma principale intervention. Oh, excellente intervention. C'est vraiment très, très bon. En effet, il y a quelque chose qui se passe au Québec, ne serait-ce que parce que le gouvernement provincial ne semble plus financer le programme Axélogie, notamment, hein, qui aidait à construire, avec des groupes de ressources techniques, du logement social et communautaire. Donc, ce faisant, il faut trouver des solutions créatives. Mais c'est maintenant l'heure d'entendre le public. On a beaucoup de choses sur les questions-réponses. Alors, on va partir d'en haut. J'invite les gens à lever leurs mains. Je pense que on va pouvoir justement donner la parole aux gens qui voudraient s'exprimer, n'est-ce pas, Catherine? Alors, je vais lire l'intervention ici de Martin Blanchard du ROCLAC, hein, qui est notre collaborateur d'ailleurs sur la recherche. Il faudrait rajouter comme problème le fait que le tribunal administratif du logement ne fait aucun accompagnement des locataires vulnérables, dont les personnes aînées qui ont litige au TAL. Donc, les organismes sont pris à faire ce travail, hein, surtout les comités logement,
de base, et le TAL renvoie les locataires au communautaire, encore une fois, ce que M. Trépanier disait. Il leur est impossible de répondre à toute la demande. En effet, c'est une responsabilité étatique, un mandat explicite du TAL comme solution, embauche de travailleurs sociaux au TAL, embauche de juges, ouverture de bureaux régionaux, modification du Code civil pour formaliser un accompagnement durant toute la démarche. C'est un constat des comités logement. Qu'en pensez-vous dans le cadre de vos recherches? Donc, je mentionne ça ici et je dis la suite aussi que M. Blanchard a écrit. Très important, renforcer les droits des locataires pour mieux les protéger. Ils font face à des propriétaires au pouvoir immense. Contrôle des loyers, contrôle des travaux, reprise et éviction, suivi obligatoire, code de salubrité nationale incluant des services d'inspection, a une capacité d'agir pour lutter contre les salubrités. Oh, il y a beaucoup de contenu. Je sais pas trop comment procéder. Je vais pas tout lire. Je vais en lire comme ça en à petits coups parce que sinon ça va être trop de texte à lire d'un coup. Et là, je vais donner la parole à Mélanie qui veut donc s'exprimer sur. Ben, je trouve que c'est d'excellents commentaires. Puis nous, on a, dans un contexte d'une revue, la ville de Sherbrooke a voulu, dans leur cas, consulter la population, mais dans un contexte de pandémie, a décidé de le faire virtuellement. Donc, on sait que ça excluait plusieurs personnes qui n'avaient pas accès à Internet. On a même, dans le cadre de notre projet, là, documenté que certaines personnes avaient accès à Internet au début du mois, puis plus tard, là, quand la bande passante est ou en tout cas leur limite est atteinte de forfait Internet, là, peuvent plus communiquer ou ont besoin d'aller dans des endroits spéciaux pour se faire. Nous-mêmes, lors de ces consultations publiques-là, des fois, on tentait de se connecter et la plateforme accueillait seulement un nombre limité de personnes. Donc, il y avait des enjeux vraiment importants. C'était le soir, donc souvent les organismes communautaires qui peuvent représenter les droits ou en tout cas les revendications de certaines personnes aînées à risque de marginalisation et d'exclusion. Donc, c'était pas sur leurs heures de travail usuelles. Donc, ça amenait des défis de logistique importants. Puis nous, comme projet de recherche, on voulait justement favoriser cette discussion-là, mais dans un contexte de projet où on a vécu une élection municipale, provinciale et fédérale, qui a amené beaucoup de changements, en tout cas du moins à Sherbrooke, notamment une nouvelle mairesse et de nouveaux conseillers qui vont avec. Ça a été quand même un défi important. Le projet, nous, avait été aussi en partie pensé, principalement pensé avant la pandémie. Donc, tout ça, au final, là, ça s'accumule. Donc, je pense que pour avoir réalisé des projets de recherche de type recherche-action avec d'autres municipalités, d'autres villes, dont Aquaticook, là, pour ne pas la nommer, je pense que Sherbrooke est un petit peu plus une grosse ville, donc c'est plus difficile pour les projets de recherche là, de s'insérer directement dans cette dynamique-là. Donc, je voulais le nommer, puis je terminerai en vous disant que les entrepreneurs aussi, c'est pas des gens qui sont habitués de travailler en collaboration avec la recherche. Nous, on les a interpellés. Il y a notamment le groupe Custo à Sherbrooke qui a acheté plusieurs édifices au centre-ville, puis qui va être impliqué dans la revitalisation, dont pour des loyers. Et donc, on essaie toujours de le rejoindre à ce jour et d'avoir des interactions avec lui, mais c'est avec eux. Donc, mais c'est pas évident pour eux de comprendre comment un projet de recherche peut venir en soutien là, à cette revitalisation-là, qui est déjà fort complexe avec les acteurs sans ajouter la recherche. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Excellent. On avait une autre question pour toi, Mélanie, directement, tant qu'à t'avoir ici. En lien avec l'intervention de M. Trépanier sur l'implication de la ville sur les logements, quelle est l'implication de la ville de Sherbrooke dans votre projet? Sentez-vous le changement de paradigme dont parle M. Trépanier? Bien, il y a des logements, des HLM là, qui sont prévus dans cette revitalisation-là. Il y a beaucoup d'enjeux là, sur les coûts de ces loyers-là, donc de trouver les entrepreneurs qui vont accepter de faire ces loyers-là. Donc, il y a des retards importants. Il y a aussi
Le conseiller municipal, là, Raïs Kibonge, au centre-ville de Sherbrooke, avec qui on a eu la chance d'avoir des interactions, a pu, lui, de son côté, rencontrer les entrepreneurs, puis est en recherche de solutions créatives, notamment pour qu'un pourcentage des loyers soit réservé aux gens peut-être à revenus modiques ou puissent être subventionnés ou en tout cas, donc la ville est quand même proactive puis veut travailler avec la recherche à ce niveau-là, mais ça reste une grosse machine. Puis le fait qu'il y a eu un changement, il y a une élection municipale, plusieurs des comités ont été dissous. Puis là, on est encore à les recréer ou à en recréer d'autres espaces. Fait que tout ça, ça amène des délais importants. Mais il y a une volonté, je réitère qu'il y a une volonté importante, puis un financement là aussi qui est octroyé là, pour documenter certains besoins. Donc, il y a vraiment une recherche là, intelligente de réponse à certaines questions sur la marginalisation puis l'exclusion là, qui est fait. Donc, d'où les titres là, comme dans les médias. Mais bref, c'est des gros défis, puis c'est à poursuivre. Merci, Julien. Je vais lire maintenant un commentaire de Pierre-Luc Lupien, qui est aussi un collaborateur de l'équipe Vie, hein, qui est au cégep Gaspésie-les-Îles. Et peut-être je te lancerai la balle, Isabelle, parce que ça concerne Saint-Jérôme. Alors, Pierre-Luc écrit « Le centre-ville de Saint-Jérôme était le lieu de concentration des industries jusque dans les années 60. Pendant longtemps, il y a eu une relative stagnation économique. Hein, c'était une localité méprisée au sein de la région, comme ville de personnes sur l'aide sociale. Donc, il y a beaucoup de stigmates reliés à ça, au stigma de la santé mentale. Récemment, avec l'implantation justement d'un campus universitaire et la revitalisation de guillemets du centre-ville, il semble que les pressions se soient accrues sur les populations plus anciennes, forcément vieillissantes. Que dire aussi des nouvelles populations du centre-ville avec un profil moins homogène? Est-ce que cette histoire-là de lutte de classe transparaît dans nos récits? Bon, à date, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai pas vraiment lu ça, mais c'est peut-être un biais de sélection dans la mémoire des gens, en fait. Et le fait qu'on fasse ça par téléphone, là, principalement, ça n'aide pas à avoir des récits très longs sur le passé, notamment. Donc, c'est ça que je dirais, mais pour la question de vraiment l'historique urbain de Saint-Jérôme, j'envoie la balle à Isabelle. Oui, merci. Merci pour la question. Oui, c'est fort intéressant. D'une part, comme Julien l'a évoqué, c'est une étude préliminaire. Hein, aussi, c'est des résultats préliminaires qu'on vous a proposés aujourd'hui. Et ces résultats-là ne tiennent compte que des 2 groupes de discussion qui sont tenus, donc pas des entrevues individuelles, la quinzaine d'entrevues individuelles environ qui restent à mettre en perspective et en dialogue. Et même je réponds par la bande à une autre question que j'ai vu passer sur le chat, il y a certains résultats, même dans les focus group, qu'on n'a pas pu partager ici là en 10 minutes là, de courte présentation. Donc, ça viendra de façon plus détaillée là, au printemps-été. Donc, ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des éléments de contexte, et notamment socio-historiques, culturels, basés sur l'histoire, les faiblesses, entre guillemets, des populations à Saint-Jérôme. Moi, j'y suis depuis 5 ans, donc on peut dire que j'ai quand même une mémoire assez courte. Donc, peut-être que je vais donner la balle à Alain là-dessus, sur cette question. Il y aura probablement des choses intéressantes à dire. Mais oui, certes, étant donné que c'est une étude de cas aussi, donc on a 3 sites, Saint-Jérôme et 2 autres sites à Montréal. Donc, dans les résultats complets, le contexte socio-géographique, socio-culturel, donc va être mis en perspective là pour expliquer en fait ces dynamiques-là, parce que Saint-Jérôme aussi et les Laurentides plus largement, c'est une région qui a accueilli plusieurs personnes de la ville, de Montréal notamment, avec la pandémie, qui ont bougé puis qui ont fait le choix de s'installer dans une banlieue aussi à proximité. Donc oui, ça change le visage du centre-ville. Vous l'évoquez dans votre courriel aussi, dans le message aussi. Il y a le campus qui s'est installé. Il y a de diversité de personnes qui maintenant habitent le centre-ville de Saint-Jérôme, mais on voit quand même que Saint-Jérôme garde quand même, si on peut dire, un peu cette étiquette de ville de service, parce que forcément, et de ville aussi de personnes en situation de pauvreté ou plus fragilisées, parce que ce sont là les services, en fait. Donc voilà, Alain, je ne sais pas si tu veux rebondir là, sur la mémoire de la ville et son histoire.
Oui, avant l'arrivée de Mm, Luco, de mm, l'université, mm, le cégep de Saint-Jérôme avait un bassin, si on veut, Basse-Laurentide mm, important. Là, ça a été la première institution euh, académique, si on peut dire, à part mm, le niveau primaire, secondaire, là. Sinon, ce qui a teinté beaucoup, c'est, oui, l'industrialisation qui a pris fin autour des fins des années 60. Les aînés, nos 85 ans et plus se souviennent, là, un mot comme tricophile pour eux, là, ça devient des luttes, une histoire de mobilisation citoyenne importante, la création des organismes communautaires. Il faut penser, on parle de Bell Hélicoptère, on parle de l'aéronautique qui est à côté, là, à Mirabel, mais à l'époque, la GM de Boisbriand, il y avait beaucoup de personnes qui demeuraient à Saint-Jérôme et qui travaillaient à la GM. Il y a une industrialisation dans les Basses-Laurentides, mais également à Saint-Jérôme importante. Si on parle aussi l'hôpital de Saint-Jérôme, la prison provinciale à Saint-Jérôme, c'est des institutions qui ont teinté la personnalité locale de la municipalité. Donc, un côté, une partie, une ville de service régional en termes de pôle santé, elle psychiatrique. Donc, ça fait partie, on ajoute là, des indices peut-être d'une défavorisation sociale dont je parlais un peu plus tôt et les stigmas là, péjoratifs là, aux personnes à faible revenu. Mais à côté de ça, une population, une ville de service, une des premières villes des Laurentides comme ville de service, donc une population également, professeurs d'école, directeurs d'école, infirmières, donc un heureux mélange. Il y a des quartiers tu sais, où la gentrification date pas d'hier, là. Donc, il y a un mélange là, assez important. 2002, fusion de 3 villes, de 4 villes, dans le fond, Saint-Antoine, La Fontaine, Saint-Jérôme et Bellefeuille. Donc, 3 villes qui se sont fusionnées. Une autre dynamique, le retour du train à Saint-Jérôme, aussi le train de banlieue, dont le train se termine à Saint-Jérôme dans les Laurentides, qui a apporté au début des années 2000 son premier lot de modifications importantes de personnes, une première marche, si on veut, de la crise du logement locatif à Saint-Jérôme et toutes les constructions de condos qui a diminué le taux de logement locatif. Donc, sur le plan historique, là, on dresse un tableau, là, et puis là, maintenant, avec la pandémie, avec le télétravail, une pression fulgurante de l'augmentation de population, on shake ça comme il faut et on se rend compte ce matin. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller voir si il y a d'autres commentaires, questions. Merci aux panélistes, Monsieur Patrick Marié. Michel Turgeon dit: les aînés dont je fais partie veulent pouvoir demeurer le plus longtemps possible dans son petit logement et permettre d'amener des services divers à eux, mais aussi pouvoir compter sur un entourage. Oui, moi, peut-être que je peux me permettre une réponse ici dans la recherche que j'ai fait pour ma thèse qui a précédé, en fait, celle qu'on fait en ce moment, qui était, en fait, exactement le même sujet. J'ai remarqué, en fait, que la majorité des gens à qui j'ai parlé, en fait, à Montréal, du moins, parce que c'est là que les dynamiques régionales peuvent être différentes, hein. Changer de quartier de Montréal, c'est pas comme changer de région, on s'entend. Mais à Montréal, dans moi, ce que j'ai documenté, la plupart des aînés locataires à faible revenu à qui j'ai parlé ne voulaient pas rester dans l'appartement où ils étaient. Pas parce qu'ils aimaient pas leur appartement nécessairement, mais c'est parce qu'ils étaient tannés de vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus d'eux, savaient que la gentrification était tellement féroce que ça allait peut-être finir par se vendre, et des problèmes d'adaptation aussi, évidemment, du bâti, etc. On sait évidemment que les propriétaires sont très peu enclins à faire entrer le programme d'adaptation du domicile dans un logement locatif, ce qui pose aussi un problème d'accessibilité et de capacitisme. Mais les aînés à qui j'ai parlé, les personnes vieillissantes à qui j'ai parlé, voulaient rester dans leur quartier. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est du logement collectif, abordable. Et puis là, on parle pas de l'abordabilité telle que calculée par la SCHL ou la SHQ, donc qui est souvent en fait en fonction des coûts du marché, qui n'est pas vraiment une abordabilité réelle pour les personnes qui sont sur la mesure du faible revenu. C'est comme ça que je la calcule un peu. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Le vieillissement sur place, le choix du vieillissement sur place peut être évidemment dans la trajectoire habituelle qu'on connaît. Je veux rester dans ma maison, dans mon appartement, etc. Mais ça peut être aussi
je veux rester au centre de la ville régionale. Je veux pouvoir aller au café, etc. Ça veut pas dire que je veux rester dans l'appartement XY. Des fois oui, des fois non. Donc, il faut aussi être prêt, hein, quand on pense à tout ça, à envisager toutes ces trajectoires-là possibles. Des gens. Isabelle Marchand nous dit qu'il va y avoir bientôt un colloque autour de trichophile à Saint-Jérôme, si ça vous intéresse. Michel Turgeon dit: comme solution au problème de logement, ne devrions-nous pas sortir un nombre important d'unités de logement du parc immobilier spéculatif en favorisant la création d'OBNL et de coopératives de solidarité en logement de préférence intergénérationnel? Bon, pour ma part, je vais dire oui, absolument. Encore une fois, on revient au financement Axelogie, qui était pas mal le programme qui permettait de financer ce genre d'OBNL, en fait, de logement, et qui n'existera plus nécessairement. Donc, là, le provincial dit évidemment que c'est le fédéral. On est encore dans cette histoire de palier de gouvernance. Donc, je pense que, en tout cas, d'après moi, mon point de vue de chercheur, c'est que pour les prochaines années, il va falloir essayer de trouver des solutions créatives qui vont moins peut-être devoir s'appuyer sur des financements provinciaux. OK? Voilà. Julien, oui, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Si je peux me permettre, Oui. j'allais justement au niveau des coopératives, je trouve ça très intéressant, mais aussi justement pour la réglementation des différentes municipalités en lien avec l'habitation intergénérationnelle. Je pense qu'il faut absolument en 2022 qu'on arrête de niaiser avec ça, excusez l'expression, mais qu'on passe à l'action par rapport à ça parce qu'il y a des besoins importants. Puis, tu sais, je pense que quand on parle notamment à l'entraide entre les générations, il y a des belles histoires de succès, là. Vous avez peut-être vu dans les médias, là, certaines résidences pour personnes aînées qui accueillent des étudiants qui font certaines heures de bénévolat dans les différentes régions, etc. Mais juste de simplifier la création de maisons intergénérationnelles ou de permettre ça sur les différents territoires, puis qu'il y a une réelle discussion entre les municipalités puis le provincial là, pour qui fait quoi, puis donner certains pouvoirs là, aux municipalités. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de mon analyse succincte des médias, des discussions là, qu'il y a actuellement avec la ville de Sherbrooke. Tout à fait, puis on pourrait rajouter là-dessus les logements accessoires. Un logement accessoire, c'est quand on rajoute, par exemple, un petit 2 pièces là, à côté de la maison sur le terrain. Il y a juste une ville en ce moment qui l'accepte, c'est Sainte-Catherine, c'est passé la semaine passée. On est en retard sur les réglementations municipales. Et ça, c'est un domaine d'action dans lequel les villes peuvent agir ici et maintenant, sans attendre personne. Donc, toutes les solutions sont bonnes en ce moment face au blocage qu'on vit. Vous pourrez regarder quelqu'un d'autre veut parler? Saint-Jérôme a quelque chose là-dessus sur le logement, d'ajouter une petite unité de logement sur le terrain. Mm-hmm. Donc, c'est en démarche là, à Saint-Jérôme. Là, je pense que excellent. Ça s'en vient. Mais ça va faire boule de neige. Je suis d'accord avec Mélanie puis à ce niveau-là. Quelqu'un dit ici, Félix Mathieu Bégin, le problème qu'il est fort à l'organisation d'un projet de maison intergénérationnelle ou d'un logement repose sur l'entrepreneuriat, oui, et ou sur, en fait, les capacités à payer des ménages. Mais si au moins, moi je vois ça d'un œil macro, là, si au moins on peut dégager certaines personnes d'une possible précarité résidentielle en facilitant leur présence avec des proches, peu importe sur un terrain, etc. Ça, c'est une solution selon moi, mais ça prend évidemment aussi des solutions macro. Et comme Martin disait, entre autres, il faut resserrer le marché immobilier et les règles de reprise et d'éviction. Hein. Une autre étude qu'on fait, en fait, dans le sens de l'étude aujourd'hui, on n'a pas mentionné ça dans notre présentation, moi et Isabelle, mais on fait toute l'analyse aussi de l'article 1959.1, aussi connu sous le nom de loi Françoise David, qui était la modification du Code civil qui est entrée en vigueur en juin 2016 pour protéger les personnes aînées de 70 ans et plus qui vivent depuis plus de 10 ans dans leur logement et qui gagnent moins que le seuil de revenu qui vous permet d'être admissible à des logements sociaux modiques. Donc, environ 33 000 $. Le problème avec ça, c'est que, il y a, encore une fois, comme Martin disait, des problèmes d'accès à la justice. C'est pas tout le monde qui va les contester. S'il n'y a pas d'accompagnement, le tribunal, ça peut paraître très rébarbatif. Il y a finalement, cet article-là a un effet dans la loi, on l'a vu là clairement,
sauf que l'effet par rapport à la réalité et aux problèmes en général qu'on documente est minime. Donc, d'instaurer des protections légales dans le Code civil, c'est bien, mais c'est pas suffisant. L'accès à la justice, c'est pas que l'existence d'une loi. Ok, c'est tout ce qui vient autour aussi, évidemment. Donc, ça, c'est un enjeu aussi à prendre en compte dans le futur pour adapter la société au vieillissement encore davantage. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire ou voudrait s'exprimer dans le panel? À propos de Je ça. pense qu'Alain, il y a la main levée. Oui, Alain. Oh, micro fermé, Alain. Oui, micro, il fallait que ça Ça m'arrive. marche. Il y a une question qui a été posée par Mme Brunel tantôt qui soulevait la question du revenu de la personne aînée. Augmentons le revenu, on règle tous les problèmes. Puis oui, effectivement, je regardais un peu les montants de la sécurité du revenu, là, le montant que la personne peut avoir annuellement si elle n'a pas cotisé. Bon, le montant minimum est effectivement dangereusement bas si la personne veut se loger et quand même manger. Donc, ce genre de réflexion. Mais je pense que oui, la bonification des revenus des personnes aînées, c'est une voie importante, mais il ne faut pas juste s'accoter sur cette augmentation de revenus parce que trop rapidement, on fait boule de neige avec la spéculation immobilière donc, oui, là, augmenter les revenus des personnes, mais en même temps, changer notre modèle d'habitation et ne pas laisser le grand marché locatif s'auto-régulariser. Je ne pense pas que le grand marché ait tant le goût de ça, de se régulariser. Donc, il faut avoir des politiques sociales importantes en logement. On doit l'aborder et lutter en même temps pour l'augmentation des revenus des aînés, les plus vulnérables. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne le dirais pas trop fort comme solution sur le logement. Ça risque de jouer contre nous si on veut amener des nouvelles réalités, des nouvelles politiques sociales autour du logement. J'ai l'impression qu'il faut mettre un effort supplémentaire pour essayer de sécuriser une partie du parc immobilier pour le mettre à l'abri du volet spéculatif immobilier. Ça serait mon intervention. Excellente intervention. Donc, je continue à lire les questions-réponses. Il nous reste environ 3 minutes. Je vais en prendre une dernière que je vais vous lire. On a pas mal fait le tour. Lorraine Brunel, existe-t-il des subventions pour faire ces maisons intergénérationnelles? Moi, j'avoue que je suis passé au courant des subventions. Je pense qu'il y a des crédits d'impôt. Mais je ne suis pas au courant dans le détail. Certainement. Moi non plus, Ouais. Julien. Mm-hmm. Mais on s'entend pour dire, puis c'est peut-être là-dessus que je conclurai en fait la séance d'aujourd'hui, sur le fait que oui, ces zones régionales-là, ces villes-là comme Sherbrooke, Saint-Jérôme ou autres peuvent vivre, par exemple, une certaine revitalisation. On n'a pas vraiment parlé de changement climatique, mais dans cette optique-là, je pensais à des communautés côtières, aux îles de la Madeleine, à plusieurs maisons déjà qui se font déplacer au Bas-Saint-Laurent, hein, parce qu'il y a de l'érosion déjà. Il faut vraiment arriver avec des solutions en habitat qui sont rapides, efficaces, peu coûteuses et qui logent les gens à bas prix, parce que comme Alain vient de le dire, si on s'en remet simplement au marché, ben on risque d'avoir une inadéquation entre les besoins, entre l'offre et la demande. En fait, c'est déjà le cas. Donc, on est en retard. Personnellement, je considère qu'on est en retard d'environ 15 ans, ou au moins 15 ans, sur les besoins en habitat des personnes vieillissantes au Québec. Et puis là, je parle pas seulement d'habitat, de soins d'hébergement de longue durée. Là. Hein, les gens font souvent justement cette confusion-là entre les CHSLD, les ARI, donc les soins de longue durée, et certaines places en RPA. Et l'habitat en général. Il faut faire attention de ne pas mélanger nécessairement les deux. Ce sont deux combats complémentaires, deux réalités complémentaires, mais qui ne touchent pas les mêmes personnes, évidemment. Hein, parce que 96% des gens au Québec, des personnes vieillissantes, on l'a vu dans les autres colloques, vivent à domicile. Okay? Vivre à domicile, ça peut être évidemment dans une RPA si c'est un logement locatif sous bail, parce que c'est le même type de baux qu'un logement locatif traditionnel, ou dans une maison ou autre. Donc, merci à tout le monde pour cette généreuse participation, pour votre patience.
J'espère que tout le monde à la maison a apprécié. Il n'est pas normal que les projets d'habitation prennent 10 ans à se concrétiser. En effet, il va falloir aller plus vite. Donc, peut-être qu'on s'en va à la maison en pensant à l'innovation, hein, aux nouveautés, aux choses qu'on pourrait créer, qui sortent un peu du cadre. Et je remercie donc tous nos conférenciers et conférencières, Mélanie Levasseur de l'Université Sherbrooke, Isabelle Marchand de l'UQO Saint-Jérôme, Alain Trépanier de la Ville de Saint-Jérôme, moi-même, Julien Simard, et merci aux organisateurs, organisatrices qui sont derrière l'ombre, évidemment Megan, qui lead tout ça, Catherine aussi, Catherine Bradette, qui est coordonnatrice à l'équipe Vie, que vous voyez ici présente, et Monsieur David Murphy, soutien technique. Et merci à toi, Julien. C'était vraiment une discussion importante, vivifiante. Je pense qu'on pourrait continuer à en parler pendant les heures, honnêtement. Mais nous attendrons jusqu'à la semaine prochaine où nous réunirons beaucoup de thèmes abordés dans les panels précédents. Alors, j'espère que vous vous joignez la semaine prochaine pour notre 4e et dernier panel de ce colloque intitulé « Les politiques publiques comme réponse aux effets des transformations territoriales sur les aînés ». Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde.